La région Bretagne vous présente Objectif Emploi et Formation. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Objectif Emploi. Comme chaque mois, le Télégramme et ses filiales audiovisuelles TBO et TV Sud s'adossent à des acteurs institutionnels, collectivités locales et entreprises privées pour faire de l'emploi un cheval de bataille. Et ce mois-ci, nous parlons du secteur sanitaire, social et médico-social. Un Breton sur 3 sera âgé de plus de 65 ans à l'horizon 2070 contre 22% en 2018. Au plan régional, c'est bien là, du côté des seniors, qu'il faut chercher la croissance démographique. Et ce n'est pas moi qui le dis, mais l'INSEE. Il va donc falloir du monde pour prendre soin des personnes et bien sûr les soigner. Durant une demi-heure, nous allons parler de ce secteur d'activité qui manque cruellement de bras, le médico-social et le sanitaire. Pour en parler, 3 invités, alors EES, on verra si ces métiers sont toujours genrés. En visio, Elisabeth Junot-Pedrono, conseillère régionale de Bretagne, déléguée aux formations sanitaires et sociales. Bonjour. Bonjour. Bonjour, madame. En plateau, à mes côtés, Mallory Stéphane, directrice de l'association locale développement sanitaire de Cléder. Bonjour Mallory Stéphane. Bonjour. Et pour représenter aussi le secteur médico-social, le CHU évidemment de Brest, Madame Nuth, Alice Nuth, vous êtes DRH adjointe au CHU. Merci à vous trois de votre présence ici sur le plateau. Je le disais, les seniors représentent aujourd'hui 19% de la population et ce sera 30 en 2050 et 33 en 2070. Naturellement, la Bretagne va devoir renforcer ses besoins dans les structures d'aide à la personne, notamment les plus de 60 ans augmentent en moyenne de 19 600 par an. Elisabeth Junot-Pedrono, quelle est aujourd'hui la feuille de route justement menée par la région pour accompagner ces Bretons vers un mieux vieillir, voire évidemment guérir? Oui, alors effectivement, vous l'avez dit, c'est un enjeu majeur pour la région Bretagne, avec effectivement une région qui est attractive, mais une région qui vieillit, avec l'arrivée donc de personnes, soit qui viennent en retraite, pas du reste, mais on a aussi, je mettrai aussi un petit bémol, on a aussi l'arrivée de jeunes. De plus jeunes, d'un public plus jeune, et la problématique de la petite enfance commence aussi à se faire sentir. Mais donc, pour répondre à votre question sur l'accompagnement, on va dire l'aide et l'accompagnement des personnes de plus de 65 ans, plus de 60 ans, plus de 65 ans, globalement, je voudrais dire, au niveau de la région Bretagne, tout ce qui est le secteur sanitaire et social, c'est quand même presque 222 000 emplois. C'est quand même un secteur qui a un poids économique important et ce qui est important à préciser, que ce sont des emplois non délocalisables. C'est quelque chose d'important actuellement. Et donc, pour mettre en place tout cet accompagnement, on a donc un schéma, un schéma de formation sanitaire et sociale. Vous savez que la région a la compétence emploi, formation, et je voudrais saluer notre vice-présidente Forou Dacta qui pilote cette politique. Et on travaille donc régulièrement sur l'ensemble de ces problématiques et on a souhaité faire une délégation particulière justement sur les formations sanitaires et sociales parce que c'est vraiment un contexte particulier avec des besoins qui sont très, très particuliers et très prégnants. Bien sûr, on va revenir tout au long de cette émission sur ces besoins-là. Mallory Stéphane, vous représentez l'association GoSens, un collectif créé en 2022 suite au plan d'action national pour les métiers du grand âge et de l'autonomie. Que vous apporte cette mutualisation aujourd'hui des moyens et quel est le fond justement? Quelles sont vos missions? Alors, c'est vrai qu'en 2022, on a répondu à un appel à candidature de la Caisse nationale pour la solidarité et l'autonomie, en partenariat avec donc, la région Bretagne, le Conseil départemental du Finistère, la DRETS et l'ARS pour mutualiser nos moyens, pour faire connaître ces métiers. Il y avait un trou dans la raquette, pourquoi il fallait mutualiser? Parce que l'union fait la force. Ensemble, on va beaucoup plus loin, plus vite. Et c'est pour ça qu'on a répondu en fait, à cet appel à candidature pour la plateforme qui s'appelle GoSens, avec pour mission donc de promouvoir, former et recruter.
Alors, et ça, donc maintenant, c'est en place depuis un peu plus d'un an. Quels sont les premiers effets au quotidien ? Alors, sur l'année 2022 et tout début 2023, on a pu former et accompagner 150 personnes parce que nos besoins sur l'aide à domicile se situent à hauteur de 150 personnes de formées minimum par an pour toutes nos associations. On a pu individualiser des parcours de formation, mais notre association a aussi pour but de relever les stéréotypes qu'on peut avoir sur les métiers de l'aide à domicile, faire voir que du coup c'est une solution à envisager sur le plus long terme, revoir un peu les clichés aussi sur le secteur. On va revenir justement sur ces clichés, c'est l'image du métier. Alice Nutt, les professionnels de la santé ont été mis sur le devant de la scène durant la crise sanitaire, beaucoup évidemment, et pourtant les hôpitaux manquent cruellement de bras. Quels sont aujourd'hui vos besoins au sein du CHU ? Y a-t-il eu un avant et un après crise sanitaire Covid ? Oui, alors c'est vrai que je pense qu'effectivement sur les métiers soignants, il y a eu une phase post-Covid où il y a eu beaucoup de gens qui ont besoin aussi de prendre un peu de recul par rapport à leur exercice professionnel. Donc c'est quelque chose qu'on a ressenti au niveau recrutement, surtout l'année dernière. Cette année, on a eu beaucoup plus de candidatures que l'an dernier. On n'est pas encore sur les mêmes niveaux que la période avant Covid, mais c'est vrai que là, on voit quand même que les professionnels ont envie de revenir vers l'hôpital public. Mais malheureusement, on manque encore d'aides-soignants en particulier, mais aussi d'autres métiers. Quelles sont les raisons aujourd'hui justement qui font que le métier n'attire plus autant qu'avant ? On parle rémunération, on parle conditions de travail. Non, je pense aussi qu'il y a aussi l'exercice professionnel qui fait, quand on est soignant, on peut travailler dans plein de structures, comme la vôtre aussi. Et c'est vrai qu'à l'hôpital, je pense qu'il y a eu quand même une mobilisation très forte pendant le Covid. Et comme je disais, peut-être des professionnels qui avaient besoin d'une autre expérience avant de revenir à l'hôpital. Mais là, on les voit revenir, donc ce qui est quelque chose de positif. Et après, sur le métier d'aide-soignant, je pense aussi qu'il gagne à être connu et reconnu, ce qui est de plus en plus le cas au niveau salarial, puisqu'il y a eu au niveau fonction publique une revalorisation de ce métier qui est importante. Et je pense aussi que ça peut aussi créer de nouvelles vocations, le fait de le reconnaître. C'est vraiment un métier qui est capital au chevet du patient. Vous le constatez justement, Mallory Stéphan, au quotidien, le métier attire ou non? C'est encore compliqué aujourd'hui de réussir à recruter dans vos secteurs? C'est toujours un petit peu compliqué. C'est pour ça qu'on fait des actions de communication pour permettre aux personnes de découvrir également ce métier. On essaye de sensibiliser, aller dans les écoles, faire connaître ces métiers qui gagnent à être connus et reconnus, comme vous le dites. Et aussi, parce qu'on est dans une situation post-Covid, les gens ont envie de retrouver du sens dans ce qu'ils font. Et c'est pour ça qu'on essaye de leur donner envie de venir dans nos métiers, avec maintenant, je dois dire, situation où on fait attention à la conciliation vie pro, vie perso, qui est maintenant une donnée à avoir en tête. Elisabeth Junot-Pedrono, Mallory Stéphan le disait, donner du sens aujourd'hui, c'est vraiment l'ambition première aujourd'hui pour les secteurs du sanitaire, et du social et du médico-social. Tout à fait. Et je ne peux qu'être d'accord avec tout ce qui a été dit jusque-là. Donc là, on parle plus profession aide-soignante et accompagnement et aide à domicile. Donc, on a d'autres formations sanitaires et sociales. Mais je voudrais dire que justement, on est très, très sensible à ce besoin massif de recrutement. Et c'est pour ça que, suite à l'appel Ségur, on a augmenté nos formations de façon conséquente depuis 2 ans, en fait, depuis 3 ans maintenant. Et au niveau aide-soignant, il faut savoir que la région Bretagne propose 1789 places par an, formation aide-soignante. Alors là, je parle hors secteur par apprentissage, puisque l'apprentissage n'est plus de notre ressort. Et donc, en 2 ans, on a augmenté de 450 places le nombre d'aides-soignants. Bon, au niveau infirmière, on a augmenté aussi, on est à 1412 places par an, avec une augmentation de 230 places. Et pour revenir au secteur d'aide et d'accompagnement à domicile, au niveau des diplômes d'État, on a le diplôme d'État d'assistant éducatif et social, on a 1033 places par an,
avec une augmentation là, de 166 places, mais autant l'augmentation aide-soignante et infirmière, on a réussi à faire le plein, autant pour le diplôme d'AES, on n'arrive pas encore à faire le plein. Mais je dirais que parallèlement, on travaille, comme l'a dit Madame Stéphane, on travaille beaucoup aussi au niveau des territoires sur d'autres formations, des titres professionnels. Et justement, vous adaptez les formations au maillage territorial. On va revenir là-dessus tout à l'heure. On parlait tout à l'heure notamment du métier d'infirmière. Une aide-soignante a franchi le pas en reprenant ses études pour devenir infirmière avec le concours justement de la région. On regarde tout de suite le reportage de Nicolas Goriot. Bonjour, je m'appelle Juliane Leher. Je suis en 3e année d'école d'infirmière à l'IFSI de la Croix-Rouge à Brest et je fais donc cette formation sur ma 3e année en apprentissage avec l'EHPAD des Abers à l'Anilis. J'ai travaillé pendant 2 ans à l'EHPAD des Abers en tant qu'aide-soignante et c'est vrai que de reprendre ses études, au niveau financier, ça peut être compliqué. Mais la région Bretagne m'a aidée en finançant une partie de cette formation. Le métier d'infirmier consiste donc à accompagner et prendre en soin donc des patients ou des résidents. Donc on travaille en équipe avec des infirmiers, des médecins, les cadres de santé, les aides-soignantes, les ASH, les kinés. Le matin, on prend les transmissions, on fait la relève avec les équipes de nuit. Après, on fait la réfection des pansements, des prises de sang, des injections s'il y en a. L'après-midi, après, il y a surtout une tâche administrative avec la visite des médecins, commander les médicaments, gérer les piluliers, les rendez-vous. Le rythme de travail d'une infirmière, c'est une alternance donc de travail jour-nuit, avec donc une présence auprès des résidents de 6h45 à 21h. Donc quand je suis en stage sur l'EHPAD, j'ai Emma qui est ma maître d'apprentissage qui m'accompagne au quotidien, qui me donne des conseils, qui reprend certains gestes que je fais qui peuvent être améliorés. La technique, les protocoles, tout ça, on l'apprend pendant notre formation. Après, auprès du patient ou du résident, c'est tout ce qui est les soins relationnels, la bienveillance, l'empathie, savoir faire preuve d'adaptabilité, il faut être rigoureux, organisé et surtout avoir envie de faire ce métier-là. C'est pas donné à tout le monde de pouvoir faire le métier d'infirmier. Les responsabilités peuvent faire parfois peur. Ce que je retiens, c'est le bien-être des résidents, de voir les familles contents, les résidents contents, avec le sourire. Pour moi, c'est qu'on fait bien notre travail. La richesse du métier d'infirmier, c'est qu'on peut avoir plusieurs lieux de travail. On peut travailler en EHPAD, à l'hôpital, en libéral, dans une infirmerie scolaire, dans la médecine du travail, en crèche, en PMI. Enfin, les opportunités sont nombreuses. Entre 2019 et 2030, 10 000 créations d'emplois sont attendues chez les aides-soignantes notamment. Il y a de l'embauche avec des perspectives d'évolution, avec des formations, on vient de le voir. Quels sont les autres leviers justement dont vous disposez au sein de la région en Bretagne pour rendre le médico-social et sanitaire aussi plus attractif ? Alors effectivement, la jeune étudiante l'a bien dit. Juliane Leher. Voilà, et je trouve qu'elle a un très beau sourire et elle doit justement donner l'envie de venir travailler dans ce secteur. Le développement de la formation sous contrat d'alternance, bien que nous, on n'ait plus la compétence directement apprentissage, c'est quand même quelque chose qu'on encourage parce que ça permet d'abord de répondre d'emblée aux forts besoins de recrutement et puis ça fidélise aussi le public à l'issue de la formation et puis surtout, ça permet de sécuriser financièrement le parcours des étudiants, des élèves et des étudiants, parce qu'on sait que la crise sanitaire l'a vraiment mis en exergue de façon très importante. On assiste à une grande paupérisation des étudiants et dans notre politique au niveau des formations sanitaires et sociales, on a vraiment une volonté d'accompagner les étudiants tout au long de leur formation et voir et de travailler sur ce qu'on appelle les freins, un peu les freins à la formation, c'est la mobilité, les aides au logement. Alice Nut, on voit l'alternance, c'est peu répandu finalement dans le médico-social, dans le sanitaire. Pour quelle raison ?
Alors, je pense effectivement que c'est un dispositif qui était peut-être moins connu, en tout cas au niveau des hôpitaux publics. Et là, c'est vraiment quelque chose qu'on est en train de développer au CHU de Brest. Donc là, on a eu nos 2 premières apprenties aides-soignantes qui ont fait leur rentrée en janvier de cette année et qui sont affectées sur le pôle personnes âgées. Ça se passe très bien et c'est vrai que c'est un dispositif qui, à mon avis, est bien adapté aux attentes des jeunes d'aujourd'hui. Ça leur permet d'avoir un peu plus de temps. La formation initiale aide-soignante, normalement, elle est d'1 an. Et pour l'apprentissage, elle est de 18 mois. Donc, vous alternez entre à la fois la théorie et le terrain. Et en fait, ça vous permet aussi d'être intégré dans l'équipe dès le début de votre apprentissage. Et ça permet aussi, je trouve, d'avoir un lien particulier avec l'équipe. Et ça crée aussi des liens nouveaux. Les résidents sont très contents aussi d'avoir vraiment des très jeunes, parce que pour certains, ils sortent tout juste du bac. Ouais. Donc, ça aussi, ça amène un vent de jeunesse. De fraîcheur peut-être. Voilà. Alors, je ne sais pas, justement, au sein de GoSens, c'est formé, recruté, voilà, ça fait partie des credos. On le voit. Quels sont les autres leviers dont vous disposez pour peut-être faire tomber un peu les clichés liés à votre secteur d'activité? C'est vrai que notre secteur d'activité est empreint de clichés, avec souvent des présences de femmes, voilà, parce que le métier est vu comme féminin. Mais non, nous accueillons également des hommes, des jeunes, des moins jeunes. Le tout, c'est de s'adapter à la personne qui vient. On est en fait partenaire, comme le disait Madame Juno Pedrono, de la région. Et dans ce cadre-là, on va organiser avec des organismes de formation, que ce soit sur Morlaix, Brest ou Quimper, des préparations opérationnelles à l'emploi. Un grand mot pour dire que pendant un certain nombre de semaines, on va être partenaire d'organismes de formation pour s'adapter aux souhaits de nos candidats, qui certains vont vouloir avoir les bases de l'aide à domicile notamment, pour voir si le secteur leur convient et leur mettre le pied à l'étrier. Et puis après, ça peut être un premier levier pour ensuite partir sur d'autres types de formations, et notamment le diplôme d'AES, comme l'a dit Madame la conseillère. Quelles sont aujourd'hui les qualités requises, je dirais, pour travailler dans votre secteur d'activité, Madame Stéphane? L'envie, voilà, le dynamisme, vraiment avoir envie de donner de soi, de sa personne, voilà, avec une joie de vivre à apporter au quotidien aux personnes âgées à domicile qui peuvent souffrir d'isolement. L'autre qualité, je dirais également l'organisation, voilà. Faut aimer être à l'heure quand même. et après, je dirais, voilà, le sérieux. L'empathie, être proche aussi des personnes. C'est ça. L'éducation prévoit la création d'un CAP accompagnement au grand âge avec la mention complémentaire aide à domicile à rénover. Ça en est où? Ça, c'est au niveau de l'éducation nationale, en fait. Alors, je pense qu'il doit avoir le jour à la rentrée prochaine, en septembre 2023. Vous en attendez quelque chose justement de spécifique par rapport aux projections qu'on peut faire sur le vieillissement de la population bretonne? Disons que c'est de mettre un pied dans l'étrier, j'ai envie de dire, parce qu'il y a des possibilités de stage. Et puis, comme ça a été dit depuis tout à l'heure déjà, le secteur sanitaire et social offre une possibilité importante de parcours différents. On peut commencer avec la petite enfance et puis après bifurquer soit dans les soins au niveau de l'hôpital, mais si on fait une formation aide-soignante ou infirmière, et après on peut aller vers des personnes âgées, on peut aller aussi dans le secteur extra-hospitalier, au niveau scolaire aussi, où là il y a un rôle très très important. Tout à l'heure vous parliez du vieillissement de la population, et en région Bretagne on a aussi des indicateurs de santé qui ne sont pas forcément très bons. On a donc un gros travail à faire en termes de prévention. Donc il y a tous ces organismes, je veux dire extra-hospitaliers aussi, qui ont besoin d'avoir des professionnels de santé pour faire de la prévention et de la promotion pour la santé. Est-ce qu'au sein du CHU, il y a aussi des passerelles où on peut justement passer d'un secteur à un autre? C'est facilité ça justement? Oui, alors effectivement, en fait, je pense qu'on travaille tous dans le même sens aujourd'hui. Le but, c'est vraiment d'accompagner le professionnel tout au long de sa vie professionnelle et de pouvoir lui offrir le plus d'opportunités possibles. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'au niveau de notre parcours de formation, vous pouvez avoir des passerelles à tous les moments de votre carrière, et vous pouvez finalement passer parfois des filières techniques aux filières soignantes
et vice-versa. Et c'est vrai que c'est des dispositifs qui sont particulièrement appréciés aujourd'hui. On est, je pense, dans une génération qui aura plusieurs vies professionnelles. Et c'est aussi quelque chose qu'il faut accompagner au niveau de l'hôpital, à notre niveau, parce qu'il faut aussi que, si possible, ils restent dans nos institutions sanitaires, médico-sociales, et que ces parcours, ils puissent se faire entre nous tous. Alors, le temps file, on va parler recrutement encore, comme dans tous les secteurs en tension. Certains sont prêts à tout, à l'image d'une pharmacie morbihannaise qui n'a pas hésité à faire un clip pour recruter ses futurs employés, et visiblement ça marche. Autre démarche évidemment qui se généralise, le job dating. Le CHU en a organisé un début mai. Agathe Géraud y était avec sa caméra. On écoute les réactions recueillies ce jour-là. Nous avons divers secteurs d'activité. Alors le secteur soignant bien évidemment qui est très connu. Nous recrutons des infirmiers, des aides-soignants, des auxiliaires de périculture. Nous avons également toute la filière médico-technique qui va inclure les métiers de masseur-kinésithérapeute, de sage-femme, de psychologue, de technicien de laboratoire. Il y a une diversité de métiers au CHU qui est assez impressionnante. Les métiers de l'ombre également, desquels on ne parle pas, donc les postes en logistique, donc là qui vont être sur des postes non qualifiés, c'est-à-dire que ça va être des postes d'agents polyvalents de restauration, agents de blanchisserie, agents de stérilisation par exemple, et sur la filière administrative, où là nous recrutons de profils baccalauréat à Master 2. On voit, il y a beaucoup de demandes et d'attentes d'un côté comme de l'autre. Le maintien à domicile reste, quoi qu'il en soit, aujourd'hui une priorité. Oui, c'est une priorité et on voit que c'est un souhait en plus de la population. Nous avons au niveau de la région ce qu'on appelle des commissions territoriales emploi-formation, et j'ai assisté justement à l'une d'elles hier dans le cadre du contrat d'objectif pour l'aide et l'accompagnement à domicile, et on voit que depuis la crise sanitaire, on a quand même de plus en plus de souhaits que les personnes restent à domicile, et que malheureusement, le scandale Orpea fait que certaines personnes hésitent à mettre leur aîné en EHPAD, et donc de ce fait-là, on se retrouve avec des personnes qui sont très très dépendantes, qui auraient pu être en EHPAD à un autre moment, mais qui se retrouvent donc à domicile. Et donc là, il va falloir vraiment qu'on forme des personnes sur des situations, de soins qui sont complexes, mais qui peuvent se faire à domicile. Madame Stéphane. Oui, en effet, on manque cruellement de personnes pour venir intervenir au domicile de personnes dépendantes. C'est pour ça qu'il faut valoriser ces métiers, les accompagner et également être force de proposition pour faire évoluer le secteur. Et c'est pour ça que Gossens peut apporter sa patte. Il y a de votre côté aussi justement, il y a ces questions-là, et c'est de faire en sorte que quoi qu'il en soit, on maintienne aussi à domicile, on fasse tout pour accueillir dans de bonnes conditions et revaloriser un peu aussi l'image de ce secteur d'activité. Oui, alors c'est vrai qu'on est en partenaire, l'hôpital a besoin du domicile et la réciproque est vraie également. Et c'est vrai qu'effectivement, le but c'est vraiment de pouvoir accompagner au mieux ces maintiens à domicile, et que finalement les passages à l'hôpital soient le plus court possible aussi dans l'intérêt du patient, et que le lien justement avec les soignants se fasse au mieux. Et c'est vrai que d'ailleurs, on en a parlé tout à l'heure, les métiers soignants ont aussi cette chance d'avoir cette diversité d'exercices, et là-dessus c'est aussi important de savoir qu'on peut travailler aussi bien à domicile qu'à l'hôpital, et quand les deux environnements se connaissent bien et qu'on a des professionnels qui ont eu la double expérience, c'est aussi un atout pour le patient. D'où l'intérêt en fait de préparer le devenir de demain, maintenant. Le conseil départemental du Finistère, Pôle emploi, l'ARS et les acteurs de la santé et du prendre soin organisent une journée porte ouverte le 11 mai pour 130 établissements du Finistère, où les demandeurs d'emploi, étudiants, jeunes diplômés en reconversion professionnelle ou en parcours d'insertion sont attendus pour découvrir justement les lieux et prendre des rendez-vous en immersion, pour bien être sûr de trouver son emploi. Est-ce que vous avez justement des événements à venir pour mettre en avant vos secteurs d'activité?
Pour la plateforme GoSens, on travaille actuellement sur un événement sur les villes de Quimper, Morlaix et Brest pour mettre en lumière nos métiers, mais je ne peux pas en dire plus pour l'instant. Alors, on suivra ça de plus près. Un mot justement pour essayer d'inciter des gens, des jeunes hommes, jeunes femmes, et moi en reconversion aussi, à embrasser une carrière de médico-social. Alice Nutt. Leur dire que je pense effectivement que c'est un métier qui a beaucoup de sens, que c'est un métier au service des autres, qu'on a besoin d'eux aujourd'hui. Ça, c'est important de leur dire, et que nous, je pense qu'on adapte nos structures aussi pour les valoriser au mieux et les remercier de faire ce beau métier qui est celui de soignant et au niveau du médico-social également. Elisabeth Junot-Pedrono, un mot pour convaincre justement les jeunes d'embrasser ces carrières. Eh bien, j'ai envie de dire que le leitmotiv qu'on a à la région, nous, c'est qu'on veut travailler sur les compétences et sur les métiers plus que sur les diplômes, en fait. Parce que par rapport à tout ce qu'on a pu dire ce matin, on voit bien que les parcours d'emploi peuvent être vraiment différents. Et tout à l'heure, on a parlé de passerelles, et c'est vraiment sur ces parcours de formation sur lesquels on veut travailler et qui, à mon avis, peuvent agir sur l'attractivité à partir du moment où, alors là, si on parle des jeunes, commencent à avoir cette expérience par un stage, par entrer réellement dans le métier. Oui, voilà. Mais vraiment travailler sur ces notions de compétences et de métier plus que sur la notion de diplôme, puisqu'on sait qu'on va pouvoir passer des diplômes au fil de sa vie professionnelle. Merci mesdames d'avoir participé à cette émission. On vous rappelle un peu aussi les métiers du sanitaire et médico-social recrutent. Retrouvez les offres et les formations sur les sites de la région Bretagne et les formations aussi sur le site ideo.bzh. Merci à tous de nous avoir suivis et merci à vous trois d'avoir participé à cette émission. Objectif Emploi, c'est l'opération unique en son genre où Télégramme, TBO et TB Sud et les élus travaillent de concert pour faire de l'emploi un cheval de bataille. Merci à tous. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau numéro d'Objectif Emploi. Kenavo. La région Bretagne vous a présenté Objectif Emploi et Formation.